Salut à tous, bienvenue au Parlement européen, ici à Bruxelles. C'est parti pour une nouvelle édition d'Europe Hebdo. Cette semaine, je vous emmène en Espagne. Là-bas, depuis quelques années, c'est le nouvel Eldorado des couples en mal d'enfants. La procréation médicalement assistée est devenue un véritable business et les cliniques privées se multiplient. Depuis quelques années en Espagne, on voit fleurir des cliniques qui permettent à des couples, notamment beaucoup de Français, d'avoir accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, un véritable business. Nous avons voulu en savoir plus. C'est un reportage à Valence de Cécile Sixou. Je suis miraculée. Il y a 2 ans, c'est ici dans cette clinique de Valence que le miracle s'est produit. Juliette a reçu un ovocyte fécondé avec le sperme de son mari. 9 mois plus tard, elle était enfin maman d'une petite fille. Enfin, car Juliette n'y croyait plus. Femme active, elle s'est décidée tard à fonder sa famille. 35 ans, voilà, on attaque. Ouais, je vais y arriver, facile. Et puis, non, ça fonctionne pas. Donc on commence à se rapprocher du corps médical. Et puis là, on commence à vous faire comprendre. 35 ans, c'est un âge quand même assez tardif pour avoir des enfants. Il aurait mieux fallu faire ça entre 25 et 30 ans. Donc voilà, ça devient compliqué. Compliqué, le couple s'engage alors dans un véritable parcours du combattant. On commence par des petites stimulations hormonales avec des petits comprimés. Bon, ça fonctionne pas. On passe à des inséminations artificielles, la phase suivante. Et puis ensuite, on arrive au PMA. J'en ai fait 8 au total. Donc au bout de 8 filles, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'en pouvais plus. Psychologiquement, j'en pouvais plus. Ces combats me fatiguaient. J'en voyais pas d'issue positive. 6 ans d'acharnement et pas de résultat. Son mari ne veut pas entendre parler d'adoption. Après 1 an et demi de réflexion, Juliette se résigne au don d'ovocytes. Ça a fonctionné du premier coup. C'est pas le profil que j'espérais, c'est pas comme ça que j'espère avoir un enfant. Maintenant que ça a fonctionné, évidemment, je suis quand même contente de mon parcours. Et maintenant, je reviens une deuxième fois pour avoir une famille, peut-être. À 43 ans, la Française revient sur ses pas. Elle veut agrandir la famille et tente sa chance avec les ovules conservés par la clinique. Là, il est parfait. Franchement, l'utérus c'est bien et le myomètre aussi. Des couples comme celui de Juliette, le docteur Gallo en voit défiler près de 400 chaque année. L'Espagne est devenue un Eldorado pour les femmes infertiles. Entre 80 et 90% des couples que je reçois sont des couples qui devraient bénéficier d'un traitement en France. Ce pas des couples qui sont hors la loi. C'est-à-dire c'est des couples hétérosexuels dont la femme a moins de 43 ans, qui sont mariés ou qui peuvent attester d'une vie commune d'au moins 2 ans. Enfin, ce ne sont pas des femmes seules ou des femmes homosexuelles ou des femmes qui ont plus de 43 ans, pour la grande majorité. Donc c'est vraiment des couples qui devraient bénéficier d'un traitement en France et qui ne peuvent pas parce qu'il y a un problème d'accès. Il y a très peu de donneuses et donc les listes d'attente sont très longues. En France, le don est gratuit et anonyme et les donneuses doivent déjà être mamans. Pour le fondateur des cliniques IVI, José Remoy, ce système est archaïque. Le modèle français ne fonctionne pas. En Espagne, c'est la règle de la compensation économique. Cette régulation doit être décidée par l'État de telle sorte que tout le monde reçoive une compensation à la hauteur des désagréments subis. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Vous me suivez? Oui. Martha est étudiante en médecine. À 26 ans, elle a déjà donné ses ovules à 4 reprises. Sa motivation, aider des couples infertiles, mais pas seulement. Elle reçoit à chaque fois 900 €. Pour moi, c'est bien parce que pendant mes études, je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler et étudier en même temps. Donc c'est une manière rapide de toucher de l'argent, ça me permet d'être indépendante. Je pense que c'est un bon complément financier. Consultation, visite gynécologique, 9 jours de traitement par piqûre et ponction sous anesthésie générale. La rémunération vient surtout compenser la lourdeur de l'acte médical.
La compensation économique, bien sûr qu'elle la mérite. Rien que pour le désagrément physique, le fait de donner, ça requiert un effort personnel, un investissement et une grande responsabilité. C'est pas un don qui est si simple, c'est pas comme donner son sang ou faire un don de spermatozoïdes, parce que le don d'ovocytes, c'est comme si on se soumettait à un cycle de fécondation in vitro. Il y a toujours des risques d'infection, d'hémorragie, et puis il y a les risques qui sont liés à l'anesthésie. Donc c'est pas anodin. Une compensation financée par les couples infertiles qui doivent aussi payer les différents examens, les médicaments, les séjours à la clinique et le voyage. Au total, l'escapade méditerranéenne leur coûte près de 7 000 €. Le prix d'une famille, un luxe réservé aux plus aisés. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'offrir ce luxe. Et pour en parler, je reçois Caroline Roux. Bonjour. Vous êtes directrice de Vita International. Donc vous êtes une association spécialisée sur la bioéthique. Et Élodie Blogy, vous êtes journaliste au quotidien Le Soir. Bonjour. Et vous êtes spécialiste des questions de famille. Caroline Roux, je me tourne vers vous parce que vous tiquiez pendant ce reportage. C'est inadmissible pour vous de payer pour donner, d'être payé pour donner ses ovules quand on voit en fait le bonheur que ça peut procurer à des familles qui n'y ont pas accès. Alors je fais de l'écoute pour les femmes qui sont confrontées à des difficultés par rapport à la maternité. Et bien sûr, il faut entendre, écouter cette souffrance, l'accompagner, aider le plus possible. Mais c'est vrai que quand on voit des jeunes Espagnols exploités, on pourrait dire, qui, par rapport à leur précarité de vie, on voit cette jeune étudiante pour payer une partie de ses études. Là, ça pose question et je pense qu'en France, on pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas tant de dons d'ovocytes que cela. C'est parce que ça représente, et un des médecins l'a dit, quelque chose de très fort, de lourd. Et ça, on transmet un patrimoine génétique. C'est donner aussi une partie de sa maternité. Donc, il y a dans ces questions, il y a des questions éthiques profondes qui se posent. Vous, Élodie, vous travaillez sur ces questions. Et la Belgique, on connaît la question des bébés Thalys, puisque c'est aussi une des destinations phares pour ce type de besoin de PMA. Ça vous choque, finalement, vous, personnellement, ou pas ? Je pense que la grande question et la question dérangeante, c'est la question de la commercialisation. C'est la question qu'on pose aussi quand on parle de gestation pour autrui. Et je crois que tant pour la PMA que pour la GPA, il y a des façons de comprendre la souffrance des couples et de les accompagner, de les aider, sans tout autant tomber dans la commercialisation. Il y a des balises qui peuvent être placées. Alors évidemment, le problème, c'est que ça relève du droit national et que quand des balises sont placées dans certains pays, on va dans d'autres pays. Mais alors, ça pose des questions beaucoup plus larges de ce besoin d'enfant qui est difficile à juger et il est difficile de dire « Ah oui, vous avez votre besoin d'enfant, mais non, on n'en fait rien parce que vous n'y arrivez pas et point barre. » quoi. Ce business, en fait, il est lié à quoi? C'est parce qu'on a un problème de législation européenne? C'est parce que, justement, Belgique, Pays-Bas, Espagne permettent certaines choses que la France ou l'Angleterre, par exemple, ne permet pas? Caroline Roux? Alors, parce qu'on est toujours attiré aussi par les transgressions éthiques, par le business qui peut être... on est plus attiré par une envie d'enfant que par une transgression. Non, mais la possibilité de... Enfin, en tout cas, ce business existe. Et je pense qu'il est nécessaire de l'enrayer parce qu'on glisse aujourd'hui vers cette marchandisation des corps au nom de ce désir d'enfant qu'il faut pouvoir entendre, mais qui ne doit pas masquer ni le droit des enfants, ni le droit des femmes. Et c'est pour ça qu'en Europe, on doit vraiment... il y a une prise de conscience européenne et mondiale, justement, sur ces pratiques. Il y a des progrès qui sont formidables, et en même temps, toujours les mettre par rapport aux droits de l'homme et aux droits des enfants. Élodie Blogy, vous considérez qu'il y a des dérives ou pas?
vous, Oui, dans bien votre... sûr. Bien sûr. Bon, en l'occurrence, en Belgique, je pense que jusqu'à présent, il y en a très peu parce que tant en ce qui concerne la PMA que la GPA, on fait confiance aux équipes médicales, que les équipes médicales ont une déontologie très importante. Et je crois que c'est un peu le problème aussi de ce genre de sujet, c'est que ça touche les gens. Quand on montre certaines dérives, on ne montre pas assez les belles histoires qu'il y a derrière ça. Et la grande majorité des cas où ça se passe sans dérive. Il y a un besoin peut-être de législation européenne sur cette question ou pas? Parce que quand on voit les disparités, c'est peut-être ça aussi qui pousse au business. Je pense que c'est utopique. Enfin, je veux dire, on ne va pas amener la Pologne à légiférer sur la GPA alors qu'ils en sont toujours à l'avortement, quoi. Enfin, je crois que de toute façon, ça restera du ressort du droit national et que c'est utopique. Ou alors, bon, sans doute que pour certaines personnes, ça serait une bonne chose parce que je pense que si on voulait légiférer, de toute façon, ça serait à minima et que donc beaucoup de pays devraient retourner en arrière, y compris la Belgique. Il y a un autre sujet qui fait polémique ici à Bruxelles depuis quelques jours. Il s'est tenu dimanche dernier un salon de la GPA, la gestation pour autrui, à destination des couples, en l'occurrence homosexuels. Petit florilège des télévisions belges. Autre titre, je vous le disais, un événement polémique chez nous, une bourse de mères porteuses se tient ce dimanche à Bruxelles. Un colloque organisé par une association américaine pour informer les couples homosexuels sur la gestation pour autrui. En France, c'est interdit. C'est interdit. Et on a un désir en fait de paternité. Donc on vient prendre des renseignements en fait justement. Faire porter son enfant par quelqu'un d'autre, ici, ce n'est pas tabou, même si le coût avoisine parfois les 120 000 €. C'est utiliser la souffrance de certains couples, utiliser la détresse de femmes, justement pour pouvoir créer, produire, concevoir un enfant qui va in fine être acheté par des parents. Élodie Blogy, ça a fait un véritable scandale, les gros titres, les éditoriaux, les débats télévisés. Pourtant, ici, la GPA est autorisée. Ça fait quoi, une vingtaine d'années? Il y a eu combien de cas depuis 20 ans de GPA? Une soixantaine. Une soixantaine? Une soixantaine d'enfants sont nés en 20 ans. Donc c'est un épiphénomène finalement. Tout à fait. Oui, oui. Parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème évidemment, c'est que de fait, ce genre d'événement fait polémique, on en parle. Et on a beau parler pendant le reste de l'année de la façon dont ça se passe en Belgique, les gens sont plus marqués par ce genre d'événement. Je suis complètement contre, évidemment, ce genre de pratique. Je suis par contre plutôt favorable à la GPA telle qu'elle se pratique chez nous, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais commerciale, qu'il n'y a jamais ces mères porteuses qui vendent ou louent leur utérus. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, ça pose effectivement des problèmes en termes de droits des femmes, puisque on sait que dans les pays, que ce soit en Inde, en Thaïlande, là, ce sont effectivement des femmes précarisées pour qui c'est un revenu substantiel. Donc, on ne peut évidemment pas importer ça chez nous. Mais je crois qu'il y a une façon tout à fait éthique de faire de la GPA, telle qu'elle se fait en Belgique, où ça n'a rien à voir avec ce genre de programme. Alors, côté Vita International, vous êtes quand même une alliance pro-vie. Des associations qui pas sont du tout européennes, qui sont dans No Maternity Traffic et qui ont manifesté contre ce salon. Ce que je voudrais rappeler, il y a ce business, mais il y a aussi en Belgique des réflexions sur une légalisation. Il n'y a pas de GPA éthique. C'est illicite d'utiliser une femme. C'est illicite de faire un contrat autour d'un enfant. C'est la question. Là, on rentre dans des nouveaux types d'esclavage insidieux. Et c'est vraiment une question très profonde. Et c'est pour ça que nous sommes très engagés pour l'abolition de la GPA. Et vous avez déjà posé la question à une mère porteuse en Belgique? Alors, elle se sent esclave? Alors, c'est intéressant parce que souvent les mères porteuses en Grande-Bretagne comme en Belgique sont en général issues aussi proches de la femme qui est confrontée à l'infertilité. Donc par rapport au consentement, il y a aussi... on peut s'interroger parce que quand on est face à quelqu'un... On peut vouloir aussi rendre service à quelqu'un de sa famille. Après tout, non, mais il peut vous arriver de donner un rein. Pourquoi est-ce que donner un rein, mais c'est très difficile au niveau du consentement d'être très libre. Si vous avez été confronté à des personnes qui sont très souffrantes par rapport à l'infertilité, c'est très difficile et on peut être aussi très culpabilisé. Donc ça aussi, ça pose des questions. Et on l'a vu en Grande-Bretagne, par exemple, où une mère a porté l'enfant pour son fils.
de 25 ans. Alors, Élodie Bleuzy, Je pour un pense dernier mot. qu'il y a énormément de filtres. Je veux dire, effectivement, en Belgique, vu que le don est gratuit, qu'on n'est pas payé pour louer son utérus, ce sont de fait des sœurs ou des amis très proches. J'en ai rencontré. Ce sont des histoires auxquelles on ne peut pas rester insensible. Je veux dire, on ne peut pas juste avoir une position de principe qui balaye tout sans prendre en compte l'histoire des gens et sans prendre en compte ce qu'ils expliquent. Dans le cas du couple que j'ai rencontré, c'est vraiment la sœur qui a eu une souffrance énorme et qui a d'emblée voulu proposer à sa sœur de porter son enfant. Et elle ne le vivait pas comme un esclavage ou toute autre chose. Et il y a une série de filtres dans l'équipe médicale où l'équipe médicale, effectivement, reçoit la mère porteuse, éventuellement son compagnon, le couple d'intention, ensemble, séparément, pose des questions. Et où parfois l'équipe médicale est amenée à elle-même dire finalement au couple d'intention, écoutez, ça ne va pas être possible, parce que le couple porteur, la mère porteuse, sent qu'elle finalement ne peut pas le faire, mais a une culpabilité énorme et n'ose pas le dire. L'équipe médicale prend ses responsabilités. C'est un cas par cas. Évidemment, moi je connais bien la souffrance de l'infertilité, mais il y a un moment où on ne peut pas prendre tous les moyens et utiliser des femmes comme si elles étaient simplement des porteuses. C'est oublier aussi tous les liens qu'il y a entre la femme et l'enfant pendant toute la grossesse. Et on crée délibérément des situations de séparation de l'enfant. Bon. Merci mesdames d'avoir accepté de nous éclairer sur cette question. On continuera de suivre ce débat qui agite Belgique et France et l'Europe entière. Nous, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec Katia Gilder. D'ici là, ciao.